Sophie Germain est née à Paris en 1776 au sein d'une famille aisée et cultivée. C'est en 1789, à 13 ans, sous la Révolution, qui n'encourage guère à sortir à l'époque, qu'elle découvre les mathématiques. Mais en tant que femme, elle n'a pas pu assister aux cours de l'école polytechnique, qui était alors fondée en 1794. Fort heureusement, les cours étaient publiés. C'est alors qu'elle prit le pseudonyme d'Augustin Leblanc, un élève de cette école, pour correspondre avec les mathématiciens de son époque. Elle fut entre autres fascinée par la théorie des nombres et en particulier par la conjecture de Fermat. Le théorème de Sophie Germain, pour lequel elle est connue, est précisément lié à un cas simple de cette conjecture. Mais elle fut bien plus ambitieuse puisqu'elle tenta de résoudre le théorème avec un grand plan. Et c'est justement sa correspondance avec Gauss qui nous livre un témoignage de sa tentative. Fermat a conjecturé que l'équation x puissance n plus y puissance n égale z puissance n n'a pas de solution entière dès lors que n est strictement plus grand que 2. Intéressons-nous à n et supposons par exemple qu'il ne soit pas premier. Écrivons-le p fois q, où p par exemple est premier. Si cette équation avait une solution, on pourrait aussi l'écrire de cette manière-là. Et on remarquerait alors immédiatement que l'équation avec l'exposant p a une solution. On peut donc se limiter au cas où l'exposant est premier. Sachant désormais que p est premier, l'idée de Sophie Germain fut d'introduire un autre nombre premier q, l'auxiliaire de l'équation, et d'étudier l'équation avec l'exposant p modulo q. En effet, si l'on avait une solution dans l'ensemble des entiers en toute généralité, on en aurait une modulo q en particulier. Mais plus simplement, si nous n'en avions pas modulo q, nous ne pourrions pas avoir de solution entière. Et cette étude est beaucoup plus simple puisqu'il n'y a que q valeurs à étudier pour x, y et z. C'est ce qui justifie l'étude qu'a proposée Sophie Germain. Alors revenons à l'équation x puissance p plus y puissance p égale z puissance p modulo q, et on peut déjà former l'observation suivante. Si x, y, z en est une solution, ou bien l'un des trois membres est divisible par q, ou bien il y a une solution pour laquelle aucun des trois membres n'est divisible par q. Cette observation, bien que parfaitement tautologique, est à l'origine du grand plan de Sophie Germain. Afin d'illustrer le grand plan de Sophie Germain, commençons par un cas particulier, celui où p est égal à 2 et q est égal à 5. Intéressons-nous aux résidus non nuls modulo 5, qui sont 1, 2, 3 et 4. On peut en former facilement les carrés à la main et évaluer en particulier les carrés modulo 5. On observe immédiatement qu'ils ne prennent que deux valeurs, 1 et 4. Afin de faciliter les notations, on notera R de 5 pour les résidus des carrés modulo 5 égale 1, 4, et on appellera de manière plus générale RPQ l'ensemble des résidus des puissances PIM non nulles modulo Q. Alors on peut désormais former la table des additions des carrés modulo 5. On remarque qu'elle ne prend que trois valeurs possibles, 2, 0 et 3. On utilisera le symbole plus entre deux ensembles pour désigner l'ensemble des valeurs prises par la somme d'éléments dans ces ensembles. On observe alors que R de 5 plus R de 5 intersecté avec R de 5 est l'ensemble vide. Mais précisément, lorsqu'on cherche une solution à x carré plus y carré égale à z carré modulo 5, on cherche un élément dans cette intersection-là. On en déduit que si une telle solution doit exister, alors elle doit avoir un élément divisible par 5. On en déduit alors qu'il n'y a pas de solution non divisible par 5 à l'équation x carré plus y carré égale z carré. En effet, reprenons, si x au carré plus y carré est égal à z carré, ce sera vrai modulo 5. Or, on vient de voir que les solutions de x carré plus y carré égale z carré modulo 5 doivent avoir un membre divisé par 5. C'est donc vrai en particulier pour les solutions de x y carré plus y carré égale z carré. Alors reprenons notre algorithme. Nous commençons par évaluer l'ensemble des résidus des carrés modulo 5. Nous en formons les sommes. Ensuite, on s'intéresse à l'intersection de l'ensemble des sommes et de l'ensemble lui-même. Si cette intersection est vide, on a pu en déduire que 5 divisait les membres d'une solution de x au carré plus y carré égale z carré. Mais en toute généralité, on peut remplacer 2 et 5 par p et q,
où on fait uniquement l'hypothèse que P et Q sont premiers. C'est l'algorithme de Sophie Germain. Alors en guise d'exercice, si U et V sont deux entiers, on peut prouver que 5 divise UV ou U carré plus V carré ou U carré moins V carré. Je vous laisse écrire vos solutions en commentaire. Essayons maintenant de répliquer notre algorithme au cas où P est égal à 3 et Q est égal à 7. Alors on forme les résidus des puissances de 3 modulo 7. Elles ne peuvent prendre que deux valeurs, 1 et 6. On écrit à nouveau R3,7 égale 1,6. On énumère les sommes possibles de ces deux nombres modulo 7. On observe qu'il n'y a cette fois que trois valeurs possibles, 2, 0 et 5. On poursuit les étapes de notre algorithme et on vérifie aisément que R3,7 plus R3,7 intersecté avec R3,7 correspond à l'ensemble vide. On peut donc former l'affirmation suivante: une solution de x cube plus y cube égale z cube, si toutefois elle existe, doit avoir l'un de ses membres divisible par 7. Alors continuons maintenant. Essayons avec les cubes modulo 11. R3, 11. Alors on remarque cette fois-ci qu'il y a beaucoup plus de valeurs différentes pour x au cube modulo 11, puisqu'en fait, tous les nombres de 1 à 11 sont présents dans R3, 11. Alors on souhaite évaluer les sommes, mais on remarque que on a déjà 1, 2 et 3 dans R3, 11. Donc évidemment, on va avoir un nombre dans l'intersection R3, 11 plus R3, 11 et R3, 11. Alors passons à l'exposant 13 maintenant. Cette fois-ci, on remarque que l'algorithme a plus de chances de fonctionner, puisqu'il n'y a que 1, 8, 12 et 5. On écrit R3, 13 égale 1, 5, 8, 12. On forme à nouveau les sommes sur ces nombres-là. Alors bien qu'il y ait beaucoup de valeurs, on a 2, 6, 9, 0, 10, 4, 3, 7 et 11. Et on remarque que les choses sont bien faites puisqu'on va vérifier tout de suite que l'intersection de R3,13 plus R3,13 et R3,13 est vide. On en déduira l'affirmation suivante: une solution de x cube plus y cube égale z cube doit être divisible par 13, si toutefois elle existe. Donc on a montré les deux assertions suivantes. Une solution de l'équation cubique doit avoir un membre divisible par 7 et un membre divisible par 13. Et la question qui nous brûle les lèvres est: que se passerait-il si nous avions une infinité de telles affirmations? Alors je vous laisse réfléchir quelques secondes. Eh bien la conjecture de Fermat serait démontrée. En effet, un nombre fini ne peut avoir qu'un nombre fini de diviseurs. Alors on peut imaginer le nombre de tels calculs que Sophie Germain a pu faire à son époque. Et essayons de voir d'ailleurs comment on peut les simplifier. Tout d'abord, posons-nous la question des auxiliaires plus grands. Jusque-là, nous avions choisi Q égale 13, mais on peut imaginer qu'elle a essayé peut-être 29 ou 31. Donc reprenons l'évaluation de R3, 13. On remarque la symétrie suivante. Les deux termes en bleu somment toujours à 13. Et ceci est en fait assez simple à prouver. C'est la conséquence de x congru à moins q moins x modulo q. Et c'est vrai pour les cubes. Donc cela divise le nombre d'opérations nécessaires par 2, puisqu'on a juste à déduire par soustraction le côté droit du tableau. Alors si on reprend notre algorithme, on remarque qu'on peut diviser par 2 le nombre de calculs de la première étape, comme ceci. Alors comment procéder avec des exposants plus larges? Jusqu'ici, nous nous sommes concentrés sur les carrés et les cubes, mais bien évidemment, elle a dû s'intéresser aux puissances de 5, de 7, de 11 et bien d'autres. Alors il y a une technique bien connue sous le nom de l'exponentiation rapide. On écrit par exemple que x puissance 5 égale x carré fois x. Et dans le monde des modulos, c'est encore plus simple. On va essayer d'avoir des nombres qui sont toujours les plus petits possibles et d'utiliser la réduction sur ces petits nombres, de manière à garder l'ensemble des calculs simples.
Et il est facile de se convaincre que cette méthode est plus efficace que d'évaluer 7 puissance 5, puis d'effectuer la réduction modulo 11. Alors utilisons justement ces nouvelles connaissances à l'équation puissance 5 modulo 11. Alors tout d'abord, l'évaluation rapide des résidus. On forme l'ensemble des carrés modulo 11, ensuite l'ensemble des puissances de 4 modulo 11, et enfin on obtient les puissances de 5 en multipliant la première et la troisième ligne ensemble. Et naturellement, on n'a besoin que du côté gauche du tableau en vertu de notre première réduction. Et ensuite, on évalue les sommes de R511 et R511 qui sont 0, 2 et 9. L'intersection à nouveau est vide et si une solution de l'équation aux puissances de 5 existe, elle doit avoir l'un de ses membres divisible par 11. Alors, est-ce qu'on peut faire mieux? Eh bien oui, il y a une simplification que je n'ai pas encore présentée. Mais Sophie Germain connaissait le lemme suivant. X puissance p plus y puissance p égale z puissance p modulo q a une solution si et seulement si x puissance p plus 1 égale y puissance p modulo q a une solution. Alors je vous laisse la preuve dans la vidéo, n'hésitez pas à faire pause si vous souhaitez en comprendre les détails. Alors pourquoi est-ce que cette étape est importante? Eh bien, si on reprend notre algorithme, la partie où on doit énumérer les sommes et vérifier que l'intersection est vide peut être complètement supprimée. Il suffit de vérifier qu'il n'y a pas de termes consécutifs dans l'ensemble des résidus. Voilà, cette étape-là précisément, où on doit avoir une douzaine de termes à compter, n'est plus nécessaire. Si l'on reprend l'évaluation de R313 par exemple, la seule chose à vérifier est qu'il n'y a pas deux termes consécutifs dans la dernière ligne. Donc pour 1, on remarque que 0 et 2 ne sont pas présents. Pour 8, 7 et 9 ne sont pas présents. Pour 12, 13 et 11 ne sont pas présents. Et pour 5, on remarque que 6 et 7 ne sont pas présents. On appellera cette condition la condition de non-consécutivité. Et maintenant, c'est la seule condition que nous devons vérifier. Alors, prenons par exemple 13 comme auxiliaire pour l'exposant 5. On forme à l'aide de nos simplifications l'ensemble des résidus de puissance de 5 modulo 13. On remarque que 1 et 2 font partie des résidus, donc 13 ne sera pas un auxiliaire pertinent pour 5. 17 est-il un auxiliaire pertinent pour l'exposant 3? Alors là aussi, on forme rapidement le tableau des puissances de 3 modulo 17 et on remarque à nouveau que 1 et 2 sont présents. Pouvons-nous imposer davantage de conditions sur l'auxiliaire Q? Il se trouve que oui. J'ai présenté les lemmes les plus visuels, mais en vérité, Sophie Germain en avait démontré beaucoup plus. Elle savait, par exemple, que si P ne divise pas Q-1, alors la condition de non-consécutivité ne sera pas vérifiée. Elle avait aussi prouvé le lemme suivant, si 3P divise Q-1, alors là encore, la condition de non-consécutivité ne sera pas vérifiée. Prenons le temps d'admirer un peu ce critère de non-consécutivité. On représente tous les éléments modulo 7 sous la forme d'un cercle. Et on observe que lorsqu'on y associe les cubes, on obtient bien qu'aucun des résidus n'est voisin d'un autre résidu. Alors on peut continuer l'animation, par exemple, modulo 11. On applique la transformation x associe x cube et on voit que 11 n'est pas un auxiliaire pertinent. Alors on peut essayer avec 13 et pendant que les animations défilent, eh bien, ce qu'on représente ici, ce sont des calculs qu'hypothétiquement Sophie Germain a pu effectuer. Et plus elle trouvait des auxiliaires, plus elle pouvait se conforter dans le fait que son plan allait fonctionner. Alors comme je l'ai dit, elle avait bien sûr des lemmes bien plus techniques et elle ne s'est pas contentée d'écrire des tableaux de nombres à la main. Mais c'est formidable de pouvoir se dire que l'ensemble des calculs manuels qu'on voit correspondent en fait à des diviseurs hypothétiques d'une solution. Et que si dans les nombres qui s'affichent sur la gauche, une infinité d'entre eux venaient à être bleus, c'est-à-dire ceux pour lesquels nous n'avons pas trouvé de résidus consécutifs, alors on démontrerait le théorème de Fermat. En un sens, cet algorithme, que j'ai appelé un peu abusivement l'algorithme de Sophie Germain, est une machine à produire des diviseurs de solutions hypothétiques au théorème de Fermat. Alors notre machine, entre guillemets, fonctionne bien évidemment pour les autres exposants et on peut profiter des visualisations suivantes pour voir que 11 divise une solution hypothétique pour l'exposant 5.
On ne peut rien conclure pour 31 puisqu'on a des résidus consécutifs. On observe assez rapidement que 41 diviserait une solution hypothétique à l'équation puissance de 5 et on pourrait continuer la vidéo sur de telles images. Mais reprenons un peu tout ce que nous avons vu jusque-là. Alors tout d'abord, Fermat a conjecturé que x puissance n plus y puissance n égale z puissance n n'a pas de solution entière dès que n est strictement plus grand que 2. Sophie Germain a proposé de faire l'étude de cette équation modulo q, où q est un nombre premier que nous avons appelé l'auxiliaire. Nous avons ensuite vu un critère simple de non-consécutivité des résidus pour que q divise une hypothétique solution à l'équation x puissance n plus y puissance n égale z puissance n. Et enfin, le grand plan de Sophie Germain, y a-t-il une infinité de diviseurs à une hypothétique solution de cette équation? Alors elle concluait l'une de ses lettres à Gauss par les mots suivants. Vous concevrez aisément, monsieur, que j'ai dû parvenir à prouver que cette équation ne serait possible qu'en des termes dont la grandeur effraie l'imagination. Mais tout cela n'est encore rien. Il faut l'infini, et non pas le très grand. Alors si vous souhaitez en apprendre davantage, je vous recommande les articles suivants, ainsi que le livre de Riebenboim, 13 leçons sur le théorème de Fermat. Et si cette vidéo vous a plu, je vous remercie de vous abonner et de laisser un pouce.